Bonjour Antoine Glaser. Bonjour. Grand spécialiste de l'Afrique. Vous aviez publié Macron dans le piège africain aux éditions Fayard et vous nous disiez que Macron était tombé dans le piège africain. Aujourd'hui, il annonce le retrait de Barkhane, du Mali, des troupes. C'est un échec, oui ou non? Oui, c'est un échec. Je veux dire, même les militaires off, ils vous disent que c'est vrai. Ils disent carrément l'opération Serval, qui était sur un seul pays, en 2013, c'était vraiment, bon voilà, c'est ce qu'il fallait faire. La France a été applaudie. Rappelez-vous, François Hollande en train de dire c'est le plus beau jour de ma vie politique. Et en fait, les militaires disent eux-mêmes, off, bien sûr, ils disent on s'est laissé embarquer dans une sorte d'euphorie. Et on n'aurait jamais dû faire Barkhane après, finalement, Serval, parce que c'est armée conventionnelle, etc. Et on aurait dû, à un certain moment donné, en particulier après l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta, dire aux Maliens, voilà, maintenant vous avez un président élu, c'est votre affaire. D'autres militaires disent oui, par exemple, quand on a tué Droukdel, qui n'était pas justement un Malien, mais qui était aussi algérien, c'était les anciens du GIA, GSPC, Al-Qaïda du Maghreb islamique, on aurait dû aussi, ils appellent ça une bretelle de secours, mais d'avoir maintenu une présence comme ça, avec une armée conventionnelle, à l'ancienne, très lourde, et finalement avec des problèmes de logistique, et surtout avec ces convois avec des drapeaux français, tout ça, ça correspondait plus du tout à la période dans laquelle on est, avec une espèce de retour de l'impensé en Afrique pour les jeunes Africains. Ils ont l'impression que c'est encore là, qu'on est à la période de la guerre froide de la France-Afrique des années 80. Oui, mais Emmanuel Macron qui récuse cette idée que c'est un échec. Oui, il dit sinon, si on n'était pas intervenu, le Mali aujourd'hui, l'État malien n'existerait plus. Oui, mais lui, il peut d'autant moins dire que ça. Je veux dire, il est obligé de dire que c'est pas un échec, parce qu'en fait, il a quand même entraîné ses partenaires européens. Il leur a expliqué, d'abord, le contribuable français qui paye quand même 1 milliard d'euros, plus les 53 soldats français qui sont morts. Donc, c'est très difficile de dire que c'est un échec. Mais en tout cas, on peut dire qu'il n'a pas su gérer avec ses militaires. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui disent qu'à l'Élysée, ça fait un moment qu'Emmanuel Macron, il sentait bien, en tant que politique, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il voyait bien que ce n'était pas simplement le problème du Mali. Et avant même qu'il y ait le problème avec la junte. Certains vont même jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron, ça l'arrange quelque part, cette diatribe avec la junte. Vous avez vu comment le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et comment Florence Parly, il parlait au colonel de la junte comme s'il voulait provoquer un peu. Et d'ailleurs, ça a marché parce qu'il y a eu un effet boomerang et c'est l'ambassadeur de France qui a été viré. Et du coup, l'enclenchement sur la fin de Barkhane au Mali, ça s'est enclenché, mais il faut quand même rappeler que dès le mois de juin 2021, Emmanuel Macron avait dit qu'il y aurait plus, ça descendait déjà de 5000 hommes qu'il y avait au départ à 2500. Les bases du Nord étaient constamment Tombouctou, tout ça, Thessalie, tout ça. Il y avait déjà un repli. C'est pour ça que le Premier ministre Choguel Maïga avait dit à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée des Nations Unies, avait dit la France nous abandonne. Donc c'était quand même avant même les diatribes verbales avec la junte, il y avait déjà une stratégie de l'Élysée de repli, sauf que vous ne faites pas ça du jour au lendemain. La preuve, regardez comment ils sont coincés maintenant. Oui, mais alors, il dit, lui, qu'on maintient une force française, une force européenne au Niger, dans le golfe de Guinée, et qu'on va combattre le terrorisme d'une autre manière, peut-être, dit-il, plus efficace. En fait, ça va changer complètement. Ça veut dire, on va passer d'une sorte d'armada, je veux dire, à l'ancienne, une armée conventionnelle à l'ancienne, avec des blindés et autres. On va passer avec une guerre qui sera une guerre de l'ombre, une guerre invisible, une guerre avec des drones armés, comme font les Américains. Il n'y a même pas d'hélicos ni rien. Les Américains, il n'y a que des drones armés. Et puis aussi des forces spéciales. Personne ne parle trop de l'opération SAP, par exemple, au Burkina Faso, dans la banlieue de Ouagadougou. Ça veut dire on ne les voit pas. Et donc, c'était ça. À un moment donné, Emmanuel Macron, il voulait passer du côté un peu franco-africain avec Barkhane au côté Takuba des forces spéciales européennes. Sauf que, très franchement,
comme de toute façon, chaque force spéciale, chaque pays européen avait des négociations en accord bilatéral avec le gouvernement malien. Ça s'est vu quand ils ont viré les Danois, parce qu'ils ont dit, les Danois, on n'a jamais donné d'accord pour que les Danois viennent dans ces forces spéciales européennes. Donc ce passage d'une force vraiment bleu-blanc-rouge à une force européenne, ça n'a pas vraiment fonctionné. En plus, il faut dire ce qu'il y a. Quand vous avez des Estoniens, pourquoi des Estoniens, ils vont dans le Sahel? Tout simplement parce qu'il y a 300 soldats français des forces spéciales qui sont en Estonie, sur le front russe, dans le cadre de l'OTAN. C'est des histoires de diplomatie d'influence. Ils viennent pas là pour aider la lutte simplement contre le djihadisme. Ils viennent s'entraîner, c'est la lutte antiterroriste. Mais là, tout le monde sait depuis longtemps que le problème de fond, c'est pas simplement la lutte antiterroriste. Tout le monde sait que les djihadistes, ils ont déjà en partie gagné. Ils ont fait fuir tous les Occidentaux de la Mauritanie au Soudan. Donc c'est des problèmes sociaux, économiques, des problèmes de territoire. Quand on parle de pays de Mali et Burkina Faso, on parle des capitales. Mais les trois quarts des pays, tous les espaces ruraux sont laissés, pas simplement aux djihadistes, à des groupes armés, à un trafic en tout genre. On parle de drogue, de trafic humain, mais surtout, c'est l'informel. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui sont abandonnés. Il n'y a plus du tout d'occidentaux dans toutes ces régions. Du coup, Barkhane s'est trouvé un peu hors sol par rapport aux réalités du terrain. Dans le temps, je veux dire, évidemment, moi, c'est bon, comme on dit en Afrique, je suis un ancien. Moi, j'ai connu des pays comme Abidjan, où il y avait 50 000 Français. Dans toute cette zone sahélo-saharienne, dans les capitales comme Nouakchott, Niamey, il y avait des dizaines de milliers aussi de coopérants, d'ONG, etc. C'était des relais aussi pour l'armée française. Il y avait une présence des Occidentaux. Tout ça marque l'échec. C'est pour ça qu'il faut pas... C'est pas un problème d'échec. Je vais dire, c'est pire que ça. C'est pas pire que ça. C'est un tournant, pour moi, historique. C'est une période qui se termine. C'est une période un peu... La France est un peu endormie, a cru qu'elle était encore chez elle dans toute cette région, cette zone, en particulier les militaires français qui étaient toujours alliés traditionnels des Touaregs, depuis les méharistes et autres qui pensaient qu'ils connaissaient bien cette région et ils se sentaient encore chez eux dans toute cette région. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un vrai déphasage par rapport à la réalité. C'est pas un échec, c'est un période historique. Tout ce qu'a raconté Emmanuel Macron est vrai, sauf que ça se fera de façon invisible. La France revient comme du temps au début du siècle, ça veut dire, comme on disait, les valeureux capitaines de l'Empire, ils ont découpé, malheureusement d'ailleurs, d'une façon en tranche napolitaine, l'Afrique de l'Ouest pour gagner le bassin du lac Tchad en 1900. Et puis le dernier drapeau, vous verrez, le dernier drapeau qui sera descendu, ça sera à N'Djamena, au Tchad, parce que le Tchad est vraiment la base de l'armée française dans la région. Mais tout le reste de la zone, il y aura des troupes, il y aura à un moment donné des forces spéciales, mais je veux dire, on rentre dans une autre période historique. Oui, et lutte d'influence. La présence russe à travers, évidemment, cette force Wagner et la présence chinoise dans le domaine économique. C'est-à-dire que la France perd l'Afrique. C'est-à-dire, ça fait un moment qu'elle a perdu l'Afrique. La France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Chinois et Russes, maintenant, ils travaillent de concert. Les Chinois, eux, c'est l'influence économique. La Russie, à bas prix, bas bruit, c'est la sécurité et tout ce qui est réseau informationnel, réseaux sociaux. Et donc tous les deux, si vous regardez, vous prenez les résolutions des Nations Unies, à chaque fois que la France maintenant, qui est quand même le chef des opérations de maintien de la paix encore, c'est un ambassadeur de France, Jean-Pierre Lacroix, qui a encore ce poste-là, c'est un poste de diplomatie d'influence stratégique pour la France, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. Et là, Russes et Chinois, ils votent ensemble contre toutes les résolutions françaises. Ça veut dire qu'ils travaillent de concert en Afrique. En Centrafrique, par exemple, j'ai vu un copain centrafricain récemment, il m'a dit, chez nous, les Russes, qui sont souvent des Tchétchènes, du type du Turkménistan ou autre, ils font la sécurité, etc. Et puis les Chinois, ils font toutes les infrastructures. Donc ils travaillent de concert. Et c'est vrai que la France, depuis longtemps, elle a perdu ses parts de marché. Et vous verrez qu'un jour ou l'autre, les Chinois vont revendiquer le poste de la France aux opérations de maintien de la paix aux Nations Unies. Parce qu'ils veulent absolument avoir ce poste, parce qu'ils sont les deuxièmes contributeurs aux Nations Unies. Ils disent pourquoi c'est encore la France qui va décider de tout ce qui se passe dans la région, encore plus si Barkhane s'en va. Oui,
Oui, mais Emmanuel Macron, et vous l'aviez raconté dans votre livre, Le piège africain chez Fayard, vous l'aviez dit, en fait, il voulait une autre relation de l'Union européenne avec l'Afrique. Et quand on voit aujourd'hui l'impopularité de la France, qui a gagné du terrain dans toutes ces régions, on se dit, là aussi, peut-être, il n'a pas réussi. Ben non, parce que je veux dire, est-ce que vous avez entendu, en dehors bien sûr de Joseph Borrell, qui est haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne, qui parle de Takuba et autres, et encore quand il parle de Takuba, il dit ben c'est plutôt la France avec des forces européennes, parce qu'il y a même les Anglais, mais qui apportent qui fournissent des avions. Mais en la réalité, est-ce que vous entendez vous des Italiens, des Espagnols, même les Allemands s'exprimer sur ce qui se passe dans le Sahel? C'est toujours la France qui reste nation cadre, comme le dit Emmanuel Macron, mais lui, il a vu à un certain moment donné, je pense qu'il voulait vraiment passer le relais. Mais lui, il voulait passer l'ardoise magique sur toute la période post-coloniale de la France-Afrique. Mais c'est vrai qu'on est dans une sorte d'anachronisme historique. Et lui, il voulait qu'on n'en parle pas, on regarde devant et tout. Sauf quand vous avez une armée française avec conventionnel comme Barkhane, qui est, je veux dire, c'est pas possible de dire qu'on est passé une autre période, parce que quand vous êtes un jeune Africain, même si vous êtes instrumentalisé par des réseaux sociaux, par des instrumentalisations soit russes, soit turques, ce qui est une réalité au niveau informationnel, mais bon, au bout d'un moment, vous vous dites, mais on est dans quelle période historique? Ils ont l'impression de voir les convois de l'armée française comme vous voyez leurs parents dans les années 80 dans la France-Afrique de l'époque. Oui, mais alors tout ce discours d'Emmanuel Macron avec les diasporas, notamment, vous l'aviez dit, dans le continent, ici, et finalement gérer l'Afrique depuis la France, d'une certaine façon, avec les Africains ou les originaires d'Afrique ici. Mais c'est aussi un leurre. Tant qu'il y aura autant d'inégalités en France, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas convaincre les gens. Si vous travaillez qu'avec les premiers de cordée et pas avec les derniers de corvée, je veux dire, ce n'est pas les premiers de cordée, même si ils ont fait l'ENA avec vous. Le problème de fond, c'est que c'est un leurre aussi, parce que, je veux dire, on sait bien qu'un certain nombre d'exilés africains ou des Français d'origine africaine ici, ce sont souvent les pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire qui reprochent à la France finalement d'avoir installé Alassane Ouattara. Ce sont les anti-Biya du Cameroun, c'est les pro-Lissouba du temps de l'ancien président du Congo qui sont anti-Sassou. Ça veut dire parfois c'est eux-mêmes qui animent des réseaux sociaux en disant à la France, vous continuez à soutenir nos autocrates pour votre diplomatie d'influence. Et Emmanuel Macron dit non, mais moi je veux plus l'Afrique francophone, je déteste tous ces autocrates. Sauf que quand vous avez le président du Gabon, Ali Bongo, eh ben, le Gabon occupe en fait, est observateur au secrétaire général aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça tourne, ça veut dire il y a les 5 grands pays et puis il y a des observateurs, mais qui votent. La France a besoin du Gabon pour sa diplomatie d'influence. Du coup, Emmanuel Macron, il reçoit Ali Bongo à l'Élysée. Les opposants disent, mais comment il reçoit nos autocrates? Quand vous êtes Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux. Pour votre diplomatie d'influence, vous avez besoin des autocrates et des pays africains tels qu'ils sont. La preuve, quand il y a Idriss Déby qui meurt au Tchad, Emmanuel Macron, l'armée française le pousse à aller quasiment adouber une dynastie au Tchad. Après, vous traitez la junte malienne d'illégitime. Les Africains ne comprennent plus. Ils disent, mais attends, qui est légitime? Qui est illégitime? C'est à géométrie variable, c'est quand ça vous arrange. Oui. Vous voyez que c'est pas facile. Hein. Oui. Et alors, la déstabilisation, évidemment, et la guerre que la France a menée en Libye, qui a finalement armé les groupes djihadistes, parce qu'aujourd'hui, le président Macron dit bien que Al-Qaïda, AQMI et Daesh se renforcent dans cette zone qui, dit-il, constitue leur priorité. Mais il n'aurait jamais eu les moyens si la France n'était pas intervenue en Libye. Absolument. La France a implosé la Libye. D'ailleurs, c'est quand même... c'est étonnant de voir que Barack Obama était quand même, il reconnaît dans son livre, il dit que c'était sa principale erreur de politique étrangère, c'est la Libye. Et à l'époque, il avait un vice-président qui s'appelait Joe Biden. Et Joe Biden, il avait dit, il était contre cette intervention de s'invincible Armada en Libye. Il avait dit, si on voit pas 10 ans après, il faut pas les imploser comme ça, la Libye. Et les Russes, Vladimir Poutine, depuis cette époque-là, lui, il avait, je crois que c'était Medvedev qui avait dit, finalement, eux, ils n'avaient pas opposé un veto à l'intervention française, parce que normalement, la résolution, c'était de protéger les populations de Benghazi. C'était pas de tuer Kadhafi à l'époque. Et donc, vous voyez que c'est eux. Maintenant, Poutine, il dit, puisque c'est comme ça, ils font systématiquement, ils opposent des vétos à toutes les résolutions, en particulier françaises,
cesse sur les interventions en Afrique. Oui, mais plus globalement, l'Afrique reste un enjeu essentiel de la diplomatie française pour la francophonie. Au-delà, ça va avoir des conséquences, tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Bien sûr, parce que quand vous êtes à l'Élysée, n'importe quel chef d'État, que ce soit n'importe quel chef d'État qui arrive à l'Élysée, sa diplomatie d'influence, il la doit parce que la France est une puissance nucléaire et aussi parce qu'elle est, entre guillemets, une puissance africaine, dans le sens que tant qu'elle garde ce poste au niveau des opérations de maintien de la paix et qu'elle a une armée sur place, c'est vrai que jusqu'à présent, ses partenaires, en particulier européens, ils demandaient toujours alors qu'est-ce qu'il faut faire là dans votre tel et tel pays, surtout quand c'était dans les anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Mais je veux dire, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. Et sans cette diplomatie d'influence, c'est vrai que maintenant, les Russes et les Chinois, eux, ce qu'ils veulent, c'est les voix aussi. C'est pas simplement les matières premières, c'est les voix des Africains aux Nations Unies. Quand vous avez un pays comme le Gabon, il y a 1,4 million d'habitants, mais ça pèse autant que le Nigeria, qui va bientôt, il va y avoir plus de Nigérians sur Terre que d'Américains quand ils seront à 400 millions. Donc, oui. Vous voyez, vous êtes dans des rapports de force, des rapports internationaux, des rapports de pouvoir, de diplomatie d'influence, au-delà même des intérêts stratégiques miniers ou autres. Oui, alors quand une guerre est perdue, si on peut parler ainsi, de manière symbolique, il y a des perdants, il y a des gagnants. Qui sont les gagnants? Ceux qui souhaitaient le départ de la France et qui vont en profiter. Oui, on peut voir ça, bien sûr, en disant que c'est un échec, et surtout pour les familles des militaires, dont les officiers ou les soldats sont morts, et aussi pour une certaine diplomatie d'influence. Mais on peut voir ça aussi comme une période historique. Je veux dire, franchement, si vous discutez un peu avec des militaires off, ils vous disent c'est vrai que Barkhane, c'était pas une bonne idée d'avoir continué Barkhane aussi longtemps en l'état. On était seuls. Et encore une fois, nos partenaires européens, ils combattent pas comme nous. En particulier quand il s'agit de l'Allemagne, ils n'ont pas ils n'ont pas le droit. D'abord, eux, ils demandent. Il y a des débats à l'Assemblée chez eux. Et puis, deuxièmement, ils sont dans la mission des Nations Unies ou ils sont dans la formation au Mali. Et je veux dire, la France n'a pas entraîné vraiment ses partenaires européens. Vous entendez les Européens qui s'expriment sur le Mali. C'est toujours la France qui est la fameuse nation cadre qui est toujours en première ligne. Et là, la France met ses partenaires devant le fait accompli, au pied du mur. Aussi, on le voit d'ailleurs, les Allemands disent aujourd'hui, voilà. on ne sait pas comment, on réfléchit à ce qu'on va faire. Absolument, mais la seule chose, voilà, exactement, sauf que les Allemands, par exemple, c'est intéressant ce que vous dites, parce que les Allemands, c'est la première fois qu'on voit, avant, ils faisaient confiance à la France. Ils n'allaient même pas sur le terrain. Là, le secrétaire d'État du nouveau gouvernement allemand, qui s'occupe de la défense et de la culture également, elle est allée à Bamako pour rencontrer les soldats qui forment les troupes maliennes. Et ils sont aussi très, très nombreux dans la mission des Nations Unies, de MINUSMA au Mali. Et donc, eux, ils vont maintenant, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement. Ça veut dire les autres pays européens, les Italiens et les Espagnols déjà, ils jouent leur propre jeu. Les Allemands qui faisaient ça un peu avec les Français, ils commencent à jouer leur propre jeu. Et quand vous avez les Italiens en ce moment, ils sont en train de faire des négociations entre des Touaregs et le gouvernement de la junte à Rome, et un peu dans le dos de la France quand même. Donc vous voyez qu'on est quand même dans des jeux qui sont plus du tout des jeux européens. Ils sont d'accord peut-être sur l'Ukraine, mais en tout cas en Afrique, c'est chacun pour soi. Oui. Alors on est à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Pourquoi Emmanuel Macron fait ça à moins de 2 mois d'une élection présidentielle? À mon avis, il a été, je pense qu'il voulait le faire avant. Il a été poussé un peu à la faute. Ça veut dire que finalement, il aurait voulu attendre un petit peu. Et finalement, c'est quand même la junte malienne qui a tiré la première en expulsant l'ambassadeur de France, ce qui était inacceptable. Et on voit bien que c'est comme ça que ça a commencé à s'enclencher, plus l'arrivée des Russes de Wagner. Donc on voyait que c'était très difficile de rester en l'état, y compris d'attendre encore plus longtemps. Oui, mais peut-être changer le discours. On a vu Le Drian porter, comme vous le disiez d'ailleurs, des jugements sur cette junte. Et tout ça est aujourd'hui mal reçu, ces interventions. C'est bien sûr. C'est-à-dire que quand vous traitez des gouvernements d'illégitimes, encore une fois, c'est 2 poids, 2 mesures. Alors, je vous dis, certains pensent que finalement, il y avait cette volonté aussi de provoquer la junte pour pouvoir sortir plus vite. Mais très franchement, se faire ça à quelques jours même d'une élection présidentielle en France, on ne peut pas dire que ça soit
très organisé. Et puis, comme d'habitude, quand vous avez le grand chef de l'Élysée qui invite les Européens et tout, et à sa table, vous avez une conférence de presse, vous voyez bien qu'il y a un seul chef et un seul leader, et que la France reste nation cadre. On a l'impression que les autres font de la figuration. Voilà, et c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il faut voir ça comme des périodes historiques. C'est pour ça qu'il faut... Peut-être, bon, bien sûr, c'est un échec à court terme, mais à moyen et long terme, je pense que les choses vont se reposer. On va vraiment vivre cette période post-coloniale. La France, finalement, il y a eu après la fin de la guerre froide 89-90, la France est restée un petit peu pendant 10-20 ans à continuer à se croire chez elle en Afrique, en particulier sur le plan militaire. Maintenant, on voit que c'est l'affaire des Maliens, c'est l'affaire de tout cet univers sahélo-saharien qui devient extrêmement compliqué, avec une islamisation qui s'est radicalisée, des problèmes sociaux, des problèmes intercommunautaires. Vous avez dans les parcs animaliers, vous avez des tas de populations peules, qui sont les transhumants, des éleveurs qui sont laissés totalement à l'abandon et récupérés par les djihadistes. Les djihadistes dans les villages où l'État a abandonné ses prérogatives, c'est eux qui maintenant ils font la justice, le foncier. Donc vous avez, et puis moi je ne crois pas à l'idée d'un grand califat dans toute la région, mais il y aura des zones comme ça où il y aura bien sûr où il y aura l'application de la charia, etc. Mais encore une fois, c'est pas la France qui va continuer à gérer l'ensemble. Plus, on n'a pas parlé, mais plus l'Algérie, qui a aussi son propre jeu personnel, dans ce qu'elle considère sa profondeur stratégique, qui a des relations avec Kidal, qui a des relations sans doute avec Iyad Khalil, qui est le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est toujours un peu à la frontière entre l'Algérie, le nord du Mali, et puis... Franchement, ils ont commencé à négocier avec lui. La junte malienne a commencé à négocier avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en particulier au moment de la libération de Sophie Petronin, des prêtres italiens, et également de Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition aussi, qui avait été pris en otage, malheureusement maintenant depuis il est mort, enfin de mort naturelle. Mais je veux dire, il y avait déjà des négociations. Et c'est un vrai... Ça, pour Macron, c'était un vrai fil rouge. Ça, ça veut dire la France refusait que la junte malienne négocie avec Iyad Khalil en disant « cet homme a du sang sur les mains », d'ailleurs de militaires français, mais aussi un certain nombre de ses lieutenants qui ont tué nos confrères, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en novembre 2013. Donc c'est les lieutenants, c'est tous ces gens-là, cette mouvance-là, qui les ont assassinés. Donc la France dit « il ne faut pas négocier avec eux », sauf que les gens de la junte, ils ont déjà un certain nombre de relations, et un jour ou l'autre, ils disent « ah ben, on veut bien négocier avec des djihadistes, mais qui sont maliens ». Et ça, c'est vraiment, avec la France, c'est vraiment une ligne rouge. Merci Antoine Glaser. C'est absolument passionnant, fascinant. Le piège africain de Macron, du continent à l'hexagone, le livre que vous avez publié chez Fayard avec Pascal Hérault. Merci beaucoup Antoine d'avoir été notre invité.